Vivienne, donc docteur en pharmacie. Je me suis formée énormément à la micronutrition, physiothérapie, aromathérapie et également à la gémothérapie. Voilà. Ensuite, je suis formée à la naturopathie au Québec et moi j'adore parler de santé intégrative holistique. Donc, je ne sais pas si vous comprenez le terme santé intégrative. Ouais. C'est quand en complément de la médecine conventionnelle, on va pouvoir utiliser des thérapies naturelles, tous les domaines que je viens de citer. Et donc, en tant qu'experte en santé naturelle, j'ai déjà 20 ans d'expérience en officine. J'ai même été titulaire de 2 officines dans le sud de la France, pas très loin. Et moi, j'ai envie de vous transmettre et vraiment de vous rendre autonome le plus possible dans votre santé. Donc, actuellement, je n'habite pas en France, je suis même expatriée au Canada pour ceux qui me suivent sur les réseaux. Vous pouvez me voir me plaindre tout l'hiver. C'est froid, mais bon, ça fait partie du jeu. C'est très froid. Et donc, l'été, moi, je rentre quand même 2 mois dans le sud pour profiter de la Provence. Je consulte plus beaucoup en ce moment, mais je consulte en visio. Je crée du contenu également. Donc, je ne sais pas si vous me suivez sur mon compte Instagram, il est juste ici. Et je travaille également avec beaucoup de marques, beaucoup de laboratoires. Je rédige des articles. On a tourné des vidéos d'ailleurs cet après-midi, enfin, toute la journée même, avec Sophie. Et je fais encore plein d'autres choses. La radio, du consulting, etc. Donc, aujourd'hui, on a décidé de vous proposer une conférence sur l'aromathérapie. J'ai fait un petit tour d'horizon. Je peux juste reposer la question. Qui connaît bien l'aromathérapie, qui utilise l'aromathérapie dans sa pratique? Vous pouvez lever la main. Alors, deuxième question, qui connaît un petit peu l'aromathérapie? Ouais, quand même. Et qui ne connaît pas du tout? Quand même un public averti. Dans la première partie, nous verrons les bases de l'aromathérapie. Il est quand même essentiel de comprendre qu'est-ce qu'une huile essentielle, comment on l'utilise, quelles sont les précautions d'emploi, comment on les choisit surtout. On fera un petit topo sur les huiles végétales parce qu'elles sont très utiles, ainsi que sur les hydrolats. Et en deuxième partie, nous verrons cette trousse aroma. Alors moi, j'ai choisi 12 huiles essentielles. Je suis sûre que vous pouvez la faire à votre sauce, mais une fois que vous aurez bien compris les actifs, les principes, comment les utiliser, je pense que vous aurez une excellente base pour pouvoir couvrir un maximum de petits bobos du quotidien, ce que l'on peut rencontrer, voilà, les rhumes, etc. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir. À ce moment, vous pouvez parler un tout petit peu plus fort. Oui. Merci beaucoup. Alors pour moi, les huiles essentielles sont de véritables concentrés d'actifs. Un petit peu d'histoire, mais depuis la nuit des temps, on utilise les plantes aromatiques et un peu plus des huiles essentielles un petit peu avant l'Antiquité. Par exemple, en Chine, on a retrouvé des alambics 5000 ans avant Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous situez quand même la période. Dans l'Égypte antique, les pharaons, enfin tout ce qui était les momies, pardon, je cherchais le mot, eh bien, c'était embaumé avec des huiles essentielles, et notamment l'huile essentielle de cannelle. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'aromathérapie moderne avec le chimiste René Maurice Gattefossé? On a entendu parler. C'est brûlé et exactement. Il est chimiste, donc il a eu une grosse explosion dans son laboratoire. Il a eu la main brûlée complètement. Et les lavandières sont venues lui dire, parce que ça faisait plusieurs jours, ça ne guérissait pas. Et les lavandières sont venues lui dire, tu sais, l'huile essentielle de lavande précisément, elle n'est pas faite que pour parfumer le linge, elle va guérir ta brûlure. Il a essayé, en 2 jours, c'est réglé. Et ce qu'il a fait, il a entamé tous les travaux sur l'aromathérapie, et c'est là que naît l'aromathérapie moderne. Et après, ça a été repris. Vous avez le docteur Valnet, que vous connaissez certainement, le docteur Pierre Framphomme, qui lui a instauré la notion de chémotype. Il viendra après pour le chémotype.
Donc c'est là qu'on voit la naissance de l'aromathérapie. Et pour moi, l'aromathérapie, c'est quand même la preuve que le naturel ne veut pas dire inefficace et inoffensif. Alors, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur le nombre total d'espèces végétales. On parle entre 400 et 800 000 espèces. Juste une base, eh bien, seulement 200 plantes produisent une huile essentielle. Il y a plus de plantes aromatiques, mais certaines ne sont pas capables de donner une huile essentielle. Seulement 200 plantes sur toutes ces espèces donnent une huile essentielle. Ici, ce chiffre. Est-ce que vous avez des questions sur l'histoire de l'aromathérapie? Alors, la définition officielle de la pharmacopée européenne, je vous la lis parce que vous allez voir, c'est bonbon. Un produit odorant, généralement de composition complexe, obtenu à partir d'une matière première végétale, botaniquement définie, soit par entraînement à la vapeur d'eau, soit par un procédé mécanique approprié sans chauffage. C'est lourd, hein? Donc, juste pour simplifier en pratique, c'est un extrait liquide que vous avez ici, concentré en molécules aromatiques. Donc, c'est quand vous captez par exemple une feuille de thym, de romarin, vous sentez tout de suite l'odeur se dégager, c'est parce qu'il y a des molécules aromatiques. Et ces molécules aromatiques, ce concentré, eh bien, il va être obtenu par distillation à la vapeur d'eau de la plante, de l'arbre, de la résine en question. Ou le deuxième procédé, celui qui est mécanique et qui n'est pas très clair, eh bien, c'est la pression à froid des agrumes. C'est-à-dire que l'écorce des agrumes, vous le sentez, hein, quand on casse la mandarine, on a tout de suite cette odeur. Eh bien, on va presser à froid et on va obtenir l'huile essentielle pour les agrumes et en général, elle est appelée essence. Dans une huile essentielle, il faut savoir qu'en moyenne, on a une centaine de molécules actives. Vous imaginez une centaine. Il y a même des huiles essentielles avec à peu près 150, 170 molécules. Ce qui veut dire qu'il y a un nombre incalculable de propriétés par huile essentielle. C'est pour ça que quand on fait une trousse avec une douzaine d'huiles essentielles, on est capable de pouvoir couvrir vraiment pas mal de bobos du quotidien. Je vous explique rapidement le mode d'extraction parce que c'est important. C'est de là aussi que peut venir la qualité de l'huile essentielle. Quelqu'un a déjà vu une distillation? Ouais, c'est intéressant. Hein? Très intéressant. Surtout, moi, j'ai vu, on a eu la chance avec justement la Drôme, la lavande arrivée avec le camion, vous n'avez pas. Alors, on a cette espèce d'alambic, il y a différentes cubes à chaque fois. Ici, vous retrouvez de l'eau. On parle de l'eau de source parce qu'elle ne doit pas être polluée, évidemment. Si vous commencez déjà avec de l'eau polluée, c'est compliqué d'avoir une huile essentielle de qualité. La source de chaleur est ici, sur l'eau, jamais sur la plante. On soit bien d'accord, on ne chauffe jamais la plante. Une fois que la vapeur est là, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir extraire par vaporisation au niveau, enfin quand ça traverse le végétal, la vapeur en fait va extraire des petites molécules aromatiques qui vont pouvoir monter en suspension. Ici, vous vous retrouvez dans l'alambic, en général il y a un inox, et vous voyez ce petit tube en spirale. Le fait qu'il y ait de l'eau froide tout autour, vous voyez le 5, ça va condenser à nouveau cette vapeur, et ça va condenser, ça veut dire que ça va rendre liquide à nouveau. Et donc le liquide va ensuite sortir ici. Et là, vous avez un essencier, c'est ce qu'on appelle un essencier. Et dans cet essencier, vous allez pouvoir avoir la séparation. L'eau, ici, qu'on utilisera comme hydrolat ou eau florale. Et en surface, on va avoir la partie huileuse qui contiendra les molécules aromatiques. Et donc, c'est cette partie qu'on appelle Les essentiels. Est-ce que vous connaissez les huiles essentielles qui ne sont pas en haut, mais qui se retrouvent en bas par rapport à leur densité? Non. Il y en a deux, leur densité est inférieure à 1. On va les retrouver en bas. C'est la cannelle et le girofle. Ah oui, La petite particularité.
Est-ce que c'est clair pour l'extraction? Et alors, la cuisine, Oui. Il trouvera la phase aqueuse qui retrouve au-dessus et la phase huileuse en bas. Tout à fait. D'autres questions sur le mode d'extraction? C'est assez. Quand je parlais d'efficacité de molécules actives, ça veut dire que vous avez forcément des précautions d'emploi à prendre par rapport à leur action, par rapport à une certaine toxicité. Et ça, je vous ai noté les catégories de population sensibles. Déjà, la première chose à faire, quand on ne sait pas utiliser une huile essentielle, j'ai envie de vous dire, ne le faites pas. Abstenez-vous. Soit vous demandez conseil à un pro, soit il vaut mieux s'abstenir parce que vraiment le potentiel d'action d'une huile essentielle, ça peut parfois même causer des dégâts. Juste les populations sensibles, vous avez forcément les enfants. La contre-indication absolue, en dessous de 3 mois, il est hors de question pour un bébé d'utiliser une huile essentielle, ni dans la pièce, ni diffusion, ni sur la peau, ni quoi que ce soit. Chez les enfants de moins de 7 ans, il va falloir faire attention à certaines huiles essentielles, nous le verrons après. Également, grossesse, allaitement. En cas d'allergie, c'est pour ça que souvent, si vous n'avez jamais utilisé d'huile essentielle, il est toujours intéressant, et ça à chaque huile essentielle que vous utilisez. Ce n'est pas valable pour l'ensemble des huiles essentielles. Chaque huile essentielle est propre, donc il faut tester un petit peu avec une goutte, par exemple sur le pli du coude, attendre 20 minutes et voir si vous réagissez. La pathologie qui est l'épilepsie peut aussi poser problème, notamment avec certaines molécules. Alors, la famille biochimique, ça s'appelle des cétones, mais ça a un potentiel un petit peu neurotoxique, donc on fait attention à cette pathologie-là. D'autres pathologies chroniques également. Alors, hypertension, parce que par exemple, vous avez des huiles essentielles qui vont vous faire monter la tension, que vous les connaissez. Genièvre. Le genièvre. Le genièvre. C'est la huile essentielle de genièvre et Oui, les sur le champ. L'amande. Très bien. La menthe poivrée est une hypertensive. Tout à fait. Celle-là, il faut bien la retenir. Vous avez en revanche des huiles essentielles hypotensives. Là, quand on a tendance, par exemple, à faire des malaises vagales ou autres, il vaut mieux ne pas les utiliser. Vous les connaissez? Hypotensives, oui. Il faut baisser la tension. Oui. Je sais pas. Vous avez la lavande. Et oui. La lavande allemande, c'est plus. Mais elle est hypotensive. Vous avez l'ylang-ylang aussi. La marjolaine à coquille également. C'est pour ça qu'il faut quand même adapter le choix de ces huiles essentielles à certaines pathologies. Bien évidemment, on parle de cancers hormonaux dépendants uniquement pour les huiles essentielles qui, alors je dis le conditionnel, qui auraient une activité hormone-like. Parce que de plus en plus d'études sont en train un petit peu de remettre cela en question. Mais par précaution, pour l'instant, est-ce que vous pouvez me citer une huile essentielle hormone-like? Cyprès de Provence, sauge. Ah oui, la sauge. Ah bah oui, la sauge, je l'ai pas vu. Et certains traitements médicamenteux également. Par exemple, si vous avez des traitements avec des anticoagulants oraux, certaines huiles vont fluidifier le sang, donc ça va être contre-indiqué dans ces cas-là. Vous avez la girofle, par exemple, qui est un fluidifiant sanguin. Donc ça, ces catégories-là sont quand même à garder en tête si vous voulez utiliser les huiles essentielles. Je vous ai mis quelques règles. Alors, ce sont des règles de base, je sais. Juste, je vous les cite pour que quand même ce soit clair. Alors, évidemment, une huile essentielle est liposoluble, ce qui veut dire qu'elle va aimer, qu'elle va mélanger sans problème avec un corps gras, mais pas du tout avec l'eau. Quand je vois des personnes boire un thé avec une goutte d'huile essentielle, voilà. Il se retournerait dans sa tombe, M. Gattefossé. Donc, on fait attention. En fait, il y a le danger vient que le fait que l'huile essentielle ne soit pas miscible dans l'eau, si vous le mettez dans un thé, la molécule va nager en surface et vous allez l'avaler telle qu'elle. Ce qui fait qu'elle va attaquer, par exemple, si elle est dermocaustique, elle va attaquer la muqueuse. Alors que quand on la met dans un corps gras, le but, c'est de pouvoir la diluer, d'avoir cette protection et justement de ne pas avoir cet effet secondaire-là. C'est quand même important de comprendre ce point-là.
Jamais sur les muqueuses, sauf exception, sauf avis médical, sauf certaines huiles pour les lèvres ou autres. Lavande. Lavande. Sur les muqueuses? Oui, Oui, possible. oui. La lavande avec de l'huile de coco. L'huile, alors ça dépend si vous voulez une pénétration rapide ou pas. Oui. L'huile de coco, elle est épaisse. Mm. Donc celle-ci, elle est faite justement pour que ça pénètre très lentement et que la dose soit petite à chaque fois que ça traverse en fait. Alors que si vous utilisez une huile pénétrante, une huile fluide comme la macadamia, il y a une dose plus élevée passera. Donc tout dépend oui, effectivement donc, sur les muqueuses. Effectivement, on a tendance à choisir un véhicule plus épais. Ça peut être un beurre de karité. L'utilisation pure, est-ce que c'est un problème? C'est pas brûlé. Tout à fait. Ah, évidemment, c'est la dose qui fait le poison, ça on peut le dire. Certaines huiles sont très dermocaustiques. Donc, par précaution, on ne les recommande jamais pures, sauf vous allez voir dans certains cas, et sauf avec certaines huiles essentielles. Donc, il y a quand même des précautions à prendre. La voie orale. Aussi, pas de précaution. Ouais. Vous n'aimez pas trop? Non, moi, le moral, je ne pas. Avec du miel. Avec du miel, c'est alors. Avec C'est un sucre. avec Un support. support. Tout à fait. Parce que ça va quand même traverser la muqueuse, la muqueuse digestive, passer à travers l'estomac. Moi, je vais vous tester la voie orale. Mais oui, c'est possible, et notamment quand les huiles essentielles sont un petit peu dermocaustiques, potentiellement, il va falloir bien la mettre au centre du nid de pain. Alors, le miel, c'est l'association de... Oui, le sucre aussi, si c'est trop au-dessus en surface, ça peut quand même brûler. Ou alors le miel, j'aime vraiment la mettre au centre. Ça dépend de l'huile essentielle. Si vous faites ça avec une ranutsara, il n'y aura aucun problème. Si vous faites ça avec une cannelle, il y a quand même des petites précautions à prendre. Évidemment, on n'utilise jamais en injection. Ça peut vous paraître normal, mais bon, je le dis quand même. On évite les grandes surfaces d'application. C'est logique, hein, mais on va pas s'asperger d'huile essentielle. Si jamais on se verse, ou un petit enfant se renverse un flacon d'huile essentielle sur les yeux, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le premier geste à avoir? On reste avec quoi? Une huile. Non, une huile. Une huile, parce que ça va diluer. Une huile. Donc vous comprenez tout ça, vous comprenez voilà, les propriétés. Si vous rincez avec de l'eau, vous allez faire que étaler. On prend un corps gras pour vraiment pouvoir capter toutes les molécules aromatiques et toute l'huile essentielle. Ça, c'est très important comme premier geste à avoir. Évidemment, on peut appeler après le centre anti-poison. Autre évidence, on ne laisse jamais apporter à la portée des enfants, même si les flacons ont quand même la double sécurité. Vous savez, il faut appuyer pour ouvrir. Et si le flacon se casse ou quoi que ce soit, on ne laisse jamais une huile essentielle à portée des enfants. Et bien évidemment, par rapport au fait que ça peut brûler, ça peut irriter les muqueuses, si vous ne vous lavez pas les mains après l'utilisation et que vous frottez les yeux, je pense que vous allez le sentir passer. C'est clair pour ces petites règles? Ça va? Des questions? Tiens, au passage, un flacon ouvert dure combien de temps? Alors, la texture huile se conserve très bien. Ouvert, il y a quand même de l'évaporation. Donc, un flacon fermé, il n'y a pas de problème, ça va jusqu'à la date de péremption, un petit peu après. Mais si vous ouvrez le flacon, c'est soit l'air s'oxyde, par exemple, les agrumes s'oxydent énormément et rapidement. Donc ça, on sent tout de suite l'odeur. Donc en général, quand vous le laissez ouvert, ça peut s'oxyder si l'huile essentielle est sensible. Et puis si ça ne s'oxyde pas, eh bien, il y a quand même pas mal d'évaporation de molécules, donc on peut quand même perdre en concentration. Donc après, à vous de voir comment vous détectez l'odeur. Et c'est pas recommandé de laisser ouvert le flacon. Non, mais pas, je ne veux pas dire ouvert le flacon. Ah, pardon. Quand on a bien On l'a déjà utilisé une fois, Il est à la date de péremption. Ben moi, j'en ai gardé des plus vieux et ça compte. Et j'ai envie de vous dire, On les garde. tant que ça sent bon. Ouais. On les laisse à l'ombre. Oui. Ouais. Il y a toujours une déperdition. Oui, mais Sans qu'il y ait les molécules aromatiques, ça veut dire que ça sent. L'attractif joue. Oui, tout à fait. Alors, on va parler un petit peu des toxicités. Quand on parle de naturel, voilà, on dit souvent, de toute façon, ça ne marche pas, ce n'est pas efficace, du pipi de chat. Eh bien non, les huiles essentielles prouvent le contraire.
Je vous ai classé 6 toxicités, certaines sont assez anecdotiques, mais la première reste quand même la photosensibilisation. C'est quand on applique une huile essentielle et que vous vous exposez tout de suite derrière au soleil, eh bien, vous pouvez faire une réaction. Ça peut être irritant, ça peut être la rougeur, ça peut être même de la pigmentation. Et ça concerne principalement les agrumes parce qu'elles contiennent une molécule que sont les furocoumarines qui, elles, réagissent avec les UV. Donc, normalement, quand c'est comme ça, les agrumes, on précise ne pas s'exposer juste après l'application. Qu'est-ce que ça veut dire dermocausticité? Ça brûle la peau. Est-ce que vous pouvez me citer des huiles essentielles dermocaustiques? Cannelle. Il y en a d'autres? Oui, la famille des phénols. Ariette? Dathymol, carvacrol, effectivement. Pyrophilier avec les méthyléthers. Origan? Ouais. Donc en général, c'est soit riche en aldéhyde, donc c'est le cas de la cannelle, soit riche en phénol, dathymol, carvacrol, ou en méthyléther, ça c'est le estragon, gyrophilier, etc. Donc il faut quand même faire très attention quand on manipule ces huiles essentielles. Par exemple, si ça tombe entre les mains d'un enfant, c'est pas sympa pour lui. Donc on peut les utiliser, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un support, un véhicule gras, surtout gras. Et en fonction de la dermocausticité, la cannelle est au-dessus de tout. Hein. On va diluer plus ou moins l'huile essentielle. Donc la cannelle, on la diluer maximum à 5-10%. On ne va pas la diluer à 20-30%. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, hépatotoxicité, néphrotoxicité, donc ça veut dire atteinte du foie ou atteinte des reins. Ça concerne encore les huiles essentielles à phénol. Il y a aussi certains monoterpènes pour les reins, mais c'est surtout quand on les prend, comme c'est au niveau du foie, c'est quand même quand on les prend par voie orale. Donc il faudrait des durées assez prolongées de prise, au-delà de 5 à 7 jours, pour voir un effet toxique sur le foie et le rein. C'est pour ça qu'en général, la voie orale, moi je la préconise jamais plus de 5 à 7 jours. Et là, on est tranquille. La toxicité pulmonaire, alors tout le monde, je pense que j'apprends rien. Ah, si je suis asthmatique, je ne prends pas d'huile essentielle. Ça, vous l'entendez partout, je suppose. Effectivement, certaines molécules, comme le menthol, comme les eucalyptols par exemple, peuvent, selon la sensibilité de la personne, la sensibilité pulmonaire, provoquer un bronchospasme. C'est-à-dire le fait que au niveau des bronches, ça se resserre, c'est ça un bronchospasme, et du coup, on déclenche une crise d'asthme. Mais c'est en fonction de la sensibilité des personnes. Ce n'est pas une règle absolue, parce qu'un asthmatique va prendre une huile essentielle riche en menthol qui va faire une réaction. Donc, je suis assez mesurée avec ça. Si l'avis, par exemple, de votre pharmacien ou d'un pro de santé vous dit vous êtes bien stabilisé avec votre asthme, il n'y a pas forcément de raison, et surtout si on l'utilise aux doses avec les précautions d'emploi, ça fonctionne. Mais par précaution, voilà, si la personne asthmatique vous dit non, je fais souvent des crises, effectivement, évitez. Alors la neurotoxicité, c'est quand même la moins drôle, c'est l'atteinte du système nerveux, et là, la famille biochimique responsable, ce sont les cétones. Quelles huiles essentielles riches en cétones et en neurotoxiques? Les cétones, menthone, tuyone, menthone, menthe poivrée. Vous avez de la menthone dans la menthe poivrée. Vous avez aussi des cétones dans la lavande aspic. Après, vous avez le tuyère, vous en avez d'autres, mais vous avez quand même des huiles courantes. Donc, il faut faire attention sur ce potentiel de toxicité. Chez les personnes épileptiques, bien évidemment, chez les femmes enceintes, évidemment, pour éviter toutes les malformations, et les femmes allaitantes aussi. Est-ce que c'est plus clair pour vous pour la toxicité? Il y avait des questions.
Est-ce que je parle assez fort du coup? Après, c'est juste. Donc maintenant qu'on a vu les toxicités, les précautions d'emploi, les règles à appliquer, on va pouvoir voir vraiment le côté pratique, comment les utiliser, quelles sont les voies d'administration possibles. Il y en a trois, il y a trois grandes familles de voies. La voie respiratoire, la voie cutanée et la voie orale. La voie respiratoire, elle est idéale, elle est très pratique, puisqu'on n'est pas en contact direct avec l'huile essentielle, mais elle va être d'action de courte durée. C'est-à-dire qu'elle ne va pas durer dans le temps. Donc ça, c'est l'avantage, mais les inconvénients de la voie respiratoire. La voie cutanée, elle, pour moi, c'est la voie royale. On ne sait pas, si vous massez, par exemple, une huile essentielle d'eucalyptus, n'importe laquelle, sous la plante des pieds, je peux vous garantir que 10 minutes après, vous allez respirer et votre haleine sentira la menthe poivrée, soit l'eucalyptus. Vous avez déjà essayé? Oui. Quand on masse du... Ouais. Ce qui veut dire quoi? Que quand Mais tout passe par le il y a un passage dans le sang en utilisant la peau véhicule. Donc, il y a une action systémique quand on utilise la voie cutanée. Les molécules aromatiques sont toutes petites, passent en fait, si vous utilisez par exemple les poignets, eh bien c'est une zone hyper vascularisée, et bien là, ici, 15 minutes après, même très rapidement, beaucoup plus rapidement que la voie orale, les molécules aromatiques se retrouvent dans votre sang. D'accord? La voie orale, on l'a dit tout à l'heure, jamais une goutte pure, sauf exception, on utilise toujours un support neutre. Et là, on a une action qui a un passage quand même digestif, donc qui est plus long. L'action est quand même plus longue, ça va prendre 20, 30, 45 minutes. Mais après, ça peut être très intéressant quand on a des visées, par exemple, anti-infectieuses. Quand on veut soulager une infection, bien la voie orale, elle va être intéressante dans ces cas-là. Mais rappelez-vous des précautions. Je vais juste vous donner pratiquement quelle diffusion. Est-ce que vous connaissez la différence entre diffusion sèche ou humide? Non. Est-ce que vous avez des diffuseurs à la maison? Non. Oui. Oui. Quel type de diffuseur vous avez? Est-ce que vous rajoutez l'huile essentielle dans de l'eau ou sur la petite coupelle seulement, sans eau? C'est de l'eau. Alors, si c'est de l'eau, c'est une diffusion Humide. Voilà. C'est un petit peu comme des humidificateurs, en fait. Et vous allez vaporiser, enfin, ça va nébuliser, on appelle ça les diffuseurs à nébulisation, les particules aromatiques en suspension dans l'air, mais pas trop haut et pas en forte concentration. On est plus sur de l'ambiance, sur, si vous voulez, une action thérapeutique, ça sera la diffusion sèche. D'accord? La diffusion sèche, elle va pouvoir vraiment, par exemple, si vous voulez créer un espace assainissant, quand on est en pandémie, quand il y a pas mal de malades autour de vous, eh bien, la diffusion sèche, les diffuseurs à diffusion sèche ont un effet plus thérapeutique. Voilà la différence entre les deux. Comment ça fonctionne, la diffusion sèche? C'est comme ça, mais par vibration. Vibration. Un appareil spécial. Alors. Oui, ce sont des appareils, vous n'avez pas du tout besoin d'eau pour pouvoir les appliquer votre huile essentielle. Ça va vibrer en fait, c'est un petit peu comme, ça peut être du quartz, ça peut être autre chose, ça va vibrer, ça va casser en fait, ça va faire bouger les molécules aromatiques juste par vibration et elles vont monter. Et comme il n'y a pas d'humidité en fait, elles vont monter beaucoup plus haut et elles vont rester dans l'air beaucoup plus longtemps. C'est là qu'on a un effet thérapeutique. Je me souviens pas. Ouais, c'est votre appareil, c'est un diffuseur. Je crois que je l'ai là. Là. Il est à l'eau. Ah oui. Donc c'est une diffusion humide. Quelques précautions quand vous diffusez. Alors on évite, quand il y a des animaux, on évite chez les personnes sensibles que j'ai citées, épilepsie, asthmatique,
On laisse 15 minutes, mais en général, vous avez des programmes déjà tout prêts dans les diffuseurs. Vous avez juste à le lancer. Il y a des huiles essentielles qui ne s'utilisent pas en diffusion. Je vous donne un mille encore une fois. Les huiles essentielles dermocaustiques, puisque si elles irritent la peau, si vous les respirez, elles vont aussi irriter les muqueuses. Donc, toutes les huiles essentielles dermocaustiques, voire neurotoxiques, on ne va pas les utiliser en diffusion. Et pensez aussi à bien aérer derrière. Et puis, évidemment, on ne met pas dans une pièce avec les enfants en même temps la diffusion. Si on revient à la deuxième méthode, à la deuxième voie d'administration, c'est l'inhalation, ce qui est différent de la diffusion. On va commencer par l'inhalation sèche. Qu'est-ce que j'entends par inhalation sèche? C'est dans le nez, comme là. Simplement, tout à fait. Exactement. Directement au flacon. Ouais, vous bouchez une narine, vous inspirez à fond. Ça va être pareil avec l'autre narine. Qu'est-ce qui va se passer? On appelle ça l'olfaction ou même l'olfactothérapie parfois. Les molécules aromatiques vont monter très rapidement au niveau de votre système limbique. Qu'est-ce que c'est le système limbique? C'est le centre, le siège de vos émotions, du plaisir et de votre mémoire. Donc ça, c'est la voie royale, par exemple, pour gérer l'émotionnel. La respiration directe au flacon ou sur un mouchoir, quand vous appliquez sur tout autre support. Et hyper efficace. Dans les milieux hospitaliers, on l'utilise beaucoup pour calmer, pour redonner de la motivation ou autre. Donc, ça fonctionne très bien, l'olfaction. La deuxième voie d'inhalation, c'est l'inhalation humide. Je suis sûre que vous l'avez déjà tous fait. Vous voyez de quoi je parle? Oui. C'est le fameux bol de chaude avec la serviette sur la tête. C'est ça? Ouais. Alors, c'est bien parce que c'est un petit peu le seul moment où on met l'huile essentielle dans de l'eau, je vous le rappelle. Et c'est les vapeurs dégagées que l'on respire qui vont pouvoir agir de la même façon, mais là, l'action sera vraiment beaucoup plus concentrée au niveau des voies respiratoires, et donc pour décongestionner et pour dégager les voies respiratoires. Quelques règles quand même, protègent les yeux. Donc, quand je vois la serviette comme ça, j'espère que vous avez des lunettes de protection, parce que quand même, les vapeurs, ça pique quand même un petit peu les yeux. Mais dans un bol d'eau chaude, on ne dépasse pas 4 à 5 gouttes. Parce que si vous faites plus... Surtout certaines huiles, c'est puissant. N'est-ce pas? Oui. Une goutte. Après, c'est très efficace pour dégager les voies respiratoires. Autre chose, on ne sort pas tout de suite en extérieur une fois que vous venez de faire l'inhalation. Tout est bien dilaté. Si vous voulez choper toutes les particules de pollution, c'est le bon moment, mais on va éviter. Ça va pour la voie respiratoire? Des questions? J'ai une question peut-être à la fin, tout ça, voir si on peut les utiliser toutes en voie respiratoire, en voie cutanée, en voie orale. Mais c'est une qui n'était pas possible, je sais pas. Toutes les dermocaustiques et toutes les neurotoxiques ne peuvent pas s'utiliser en diffusion. Voilà. Si elles brûlent votre peau, elles vont brûler vos muqueuses et vos voies respiratoires. De toute façon, pour les dermocaustiques, c'est soit la voie cutanée de manière diluée, soit la voie orale, pareil, avec un support. N'hésitez pas, vous pouvez tout de suite me poser des questions. La voie cutanée, pendant combien de jours consécutifs peut-on le faire? Ça dépend dans quelle indication. Sachez qu'il y a un passage systémique. Donc, en général, on ne dépasse pas. Pour moi, les huiles essentielles, le potentiel et la puissance en fait de l'huile essentielle ne s'utilise jamais sur plus de 5 à 7 jours de traitement. La durée, c'est ça. Sauf cas particulier, si vous voulez avoir, par exemple, une action hépatoprotectrice avec l'huile essentielle de citron, parce que vous prenez un médicament qui un petit peu fatigue votre foie, ça, c'est peut-être possible sur un petit peu plus longtemps. Mais dans votre trousse pour vos bobos quotidiens, 5 jours, 7 jours grand max. Ça, c'est valable pour tout. Justement, dans la voie cutanée, j'ai marqué pur, parce qu'il y a des moments où on va pouvoir l'utiliser pur. C'est des moments d'urgence. Et ça, encore une fois, les huiles essentielles dermocaustiques sont à proscrire pures, quelles qu'elles soient.
Sinon, on va pouvoir les diluer. Est-ce que vous pouvez me donner tous les véhicules possibles pour diluer votre huile essentielle? Beurre de karité. Beurre de karité, Huile d'amande. les huiles végétales. Il y a toutes les huiles végétales. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'argile alimentaire. L'argile, Oui, l'argile. ouais, en pâte. Ok, pommade. Exact. Oui, les crèmes. Oui, tout à fait. Ouais. Base. Lait. Toute votre crème anti-moustique, rien ne vous empêche d'ajouter une goutte de lavande aspic, l'aloe vera. Très bon support, l'aloe vera, un peu aqueux. Donc, par exemple, en cas de brûlure, l'aloe vera est un excellent support. Donc, vraiment, votre bain de bouche, ça, c'est la voie, une muqueuse, mais votre shampoing. Parce qu'il y a aussi la possibilité de mettre dans le bain. Et dans le bain, est-ce que vous allez verser? On met une huile avec. Voilà. On met un dispersant. Exactement. Il y a des dispersants qui existent sur le marché. Si vous n'avez pas, vous le mettez dans votre shampoing, dans votre savon, dans votre lait corporel, et ça permettra dans votre sel, dans vos sels de bain aussi. C'est possible. D'accord? La dilution, comment vous allez la choisir? Pas facile. En fonction de la zone déjà où vous allez utiliser l'huile essentielle, on ne va pas utiliser la même concentration. Si vous l'utilisez sur le visage, on va utiliser des quantités faibles d'huile essentielle. La peau du visage est plus fine. On ne dépasse pas les 1 à 2%. Je vous explique après le tableau des dilutions avec le nombre de gouttes. Si vous l'utilisez par exemple pour les jambes lourdes, on va pouvoir monter peut-être 10%. Si vous voulez une action concentrée, une action puissante tout de suite, anti-brûlure ou autre, on va pouvoir monter à 20%. Donc ça, c'est déjà en fonction de là où vous allez appliquer l'huile essentielle. Deuxième chose, c'est qu'en fonction de l'huile essentielle elle-même. Si elle est dermocaustique, on ne va pas mettre des grandes concentrations. On va mettre plus d'huile végétale et moins d'huile essentielle. Si elle est très bien tolérée, c'est vrai qu'on va pouvoir monter un petit peu. Ça va dépendre aussi de la population. Vous n'utiliserez pas la même concentration chez un enfant qu'un adulte. Donc, vous voyez, il y a plein de paramètres qui vous feront choisir telle ou telle dilution. La question qu'on me pose souvent, c'est comment on fait les dilutions? Comment vous faites chez vous? Les pipettes, les éprouvettes, compter les gouttes. On compte les gouttes. On compte les gouttes. Et pour l'huile végétale, on pipette. Mais est-ce que vous faites la différence entre les gouttes et les millilitres? Eh ben non! Quand je vous dis 10%, là vous allez pouvoir l'appliquer pour une brûlure. On va prendre l'huile essentielle de lavande dans l'huile végétale de calendula. Je vous dis 10%. Comment on fait? 10 millilitres pour 100 millilitres. Parce que là, on est bien. Comment je fais pour prendre 10 millilitres? Ah, ben moi je prends des barres. Moi je fais tous les gouttes. Et bien 10 millilitres égale un gramme. 10 gouttes par millilitre. Oui, 3 000. La clé, elle est ici. La clé, elle est ici. 1 millilitre, c'est 30 gouttes. Il y a 30 litres. Il y a 30. Oui, c'est ça. Il n'y a pas toujours la même taille. Eh oui, Parce que comme ça, les Ça dépend des flacons. ça dépend du fabricant. Donc ça, vous pouvez leur demander. En moyenne, c'est 30 gouttes, ça varie, 25 gouttes, 30, 35, 40, ce qu'on appelle le codi-gouttes. Ça varie en fonction du fabricant. En moyenne, grosso modo, vous n'êtes pas à 3 gouttes près dans un flacon de 10 ml. C'est 30 gouttes pour 1 millilitre. Donc, quand on n'a pas de seringue, d'éprouvette pour faire son dosage en millilitres, eh bien, on fait le rapport en gouttes. C'est pour ça que 10% dans un flacon de 10 millilitres, vous allez prendre votre flacon de 10 millilitres, si vous avez quelque chose qui a cette contenance-là, et vous allez pouvoir verser 30 gouttes pour être à 10%. C'est plus clair? Ça fait.
Ça en fait. 30 gouttes, ouais. 30 gouttes, ça fait 15 fois. Alors, est-ce que quand on a besoin d'une huile essentielle, on a le temps de faire ça? Ben non. Comment on fait? Je sais pas. Je regarde la Bible de Capesti. J'applique. Effectivement, on fait au nombre de gouttes. Si je mets 5 gouttes de calendula, je vais avoir besoin d'un sopalin. Si j'en mets pas. J'ai la mesure dans l'huile végétale. Donc, si je mets 5, alors je vais mettre 10 gouttes parce que à peu près 10 gouttes, c'est. Ah bah, c'est à peu près là. Ouais. C'est pas des gouttes là. Non. Alors, dans le creux de la main, c'est quand même une bonne mesure le creux de la main parce qu'on a à peu près entre 3 et 5 millilitres. C'est la taille d'une cuillère à café. D'accord? Donc, si j'ai 5 millilitres d'huile végétale et que je veux une dilution, admettons, à 10%, combien de gouttes je vais mettre? 15. Merci. 15 parce que 30, c'est pour 10 millilitres. Voilà. Donc, vous avez juste à verser. Ça, c'est pour 10%. Ouais, mais je ne jamais autant. Non. Après, si vous massez tout le corps, si vous massez les jambes, il y a besoin. Oui, mais Donc là, je mets à peu près 5 gouttes parce que je n'ai pas mis tout le creux de la main. cuillère à Je n'ai café. pas mis tout le creux de la main, j'ai mis à peu près. Là, j'ai mis 5 gouttes. Ah oui, On mélange. 15 gouttes. Et là, vous avez votre oui, qui est prêt. La lavande, hein, si vous en avez besoin. Merci. Ça va pour vous? C'est clair? Après, idéalement, quand l'huile végétale ne coule pas, comme là, quand vous avez un compte-gouttes au bout de l'huile végétale, ou quand vous avez une pipette, Voilà. vous mettez 5 gouttes d'huile végétale pour 2 gouttes d'huile essentielle et ça fonctionne très bien. OK? Ça va? Est-ce qu'on peut conserver, des fois je fais mes mélanges à l'avance, Oui. du végétal avec l'huile essentielle. Oui. Je peux le conserver combien de temps? On le conserve par rapport à l'huile végétale. Je vous ai dit tout à l'heure que l'huile essentielle était quand même plutôt stable, que vraiment ça se conserve très très bien dans le temps. L'huile végétale, elle s'oxyde plus rapidement que les huiles essentielles. Ça, c'est pareil, quand une huile végétale rancit, on le sent immédiatement. Donc la durée du mélange est quand même moins longue que l'huile essentielle seule. On ne fait pas des gros. Quelques semaines. Bien sûr. À l'abri de la chaleur, De la lumière. exactement. OK? Oui, on va le voir tout à l'heure. Oui, il y a plein de critères qui font que vous allez choisir. Comment on peut l'avoir? Oui. Alors, oui, ça sera disponible sur le site internet en e-play, vous aurez accès à la site. Et je me permets juste de rajouter qu'en interne, il y a eu le travail de fait essentiel de l'équivalent goutte millilitre. Oui. Les commissions de laboratoire, vous avez l'équivalent goutte. Là-dessus, d'accord. Sur l'étude directement de l'huile essentielle. Sur le pack de Donc ça, c'est pour la dilution. Je reviens sur la voie cutanée. N'oubliez pas les précautions d'emploi de la voie cutanée. S'il y a des allergies, on teste l'huile d'abord. En fonction de l'huile essentielle, si elle est dermocostique, on va vraiment ne pas utiliser des grosses quantités d'huile essentielle. Vraiment, on fait attention à ça. Les photosensibilisantes, on fait aussi attention à l'exposition. Les muqueuses, eh bien, il faut vraiment plutôt avoir un avis médical. Il existe des formes, les ovules, ça existe aussi, on peut. Mais vraiment plutôt l'avis d'un professionnel dans ce cas-là. Normalement, on n'utilise pas d'huile essentielle sur les plaies, sauf la lavande, la cyste, géranium. Il y a des crises. Vous êtes au top. Et les crises. Lavande, cyste, géranium et les crises.
Donc, on ne fait pas comment, on va se laver les mains juste derrière, hein, sinon, on me frotte les yeux, je vais le sentir passer. Sur quelle zone du corps on peut appliquer les huiles essentielles? Quelle partie du corps? Quelle partie du corps? La voûte plantaire. La voûte plantaire. Ça, c'est la voie chez les petits enfants. Génial. Et même pour les adultes. Même pour les adultes. Et chez les petits enfants, on n'est pas près des organes vitaux, en fait. Et le temps que l'huile essentielle fasse le trajet, c'est quand même très, très bien et très sécuritaire de pouvoir leur masser la voûte plantaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme zone? La poignée. Voilà. On a parlé de la vascularisation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Plexus solaire, voilà, notamment pour les, tout ce qui est affection respiratoire, effectivement. Et on applique aussi. Donc, du coup, là, Exactement. Et pourquoi? je sais pas exactement, mais enfin. Ah ben parce qu'il y a vos branches Oui, et vos poumons. ouais. Parce que Ouais, les deux côtés. ouais. Donc thorax et dos. Quelles autres zones? Le ventre. Très bien. Le ventre, c'est idéal quand on a des spasmes, quand on a des douleurs, les règles douloureuses, etc. Bien sûr, on a le ventre. Sauf chez la femme enceinte, évidemment. Une zone qu'on évite absolument dans ces cas-là. Quelle autre zone? Les reins, avec l'abdos. Hormonal, ça souffre. Oui, on peut. Là aussi, la souche. Ben, les reins, par exemple, pourquoi? Ben, pour stimuler les surrénales. Donc, si vous mettez un peu d'épinette, là, tout de suite, vous allez carburer. Carburé. L'épinette noire, c'est radical. Un petit coup de fouet immédiat. Épinette noire. Et pour les crampes sur les jambes, sur les bras. Bien sûr, tous les membres. Bien sûr, tout à fait. Donc, pratiquement, il évite, alors sur le visage également en soins, mais sur des dilutions très faibles. Et tout ce qui est hors muqueuse, vous pouvez appliquer votre huile essentielle. Ça va, c'est clair? Toutes ces huiles qu'on peut mettre en massage, il faut donc les mélanger avec Une base. une base. Ça peut être toujours la même. Ça peut être, Alors, on va y venir. C'est très intéressant comme question. Quelle base choisir? Dès qu'on l'aborde tout de suite. je sais pas cette feuille. J'aborde le chapitre des huiles végétales après. Comme ça, j'en profite pour vous expliquer bien les huiles végétales, d'accord? Pour la voie cutanée, on est bon. Ça vous paraît plus clair comme ça? La voie orale, encore une fois, support neutre. Quel support neutre on peut utiliser? Comprimé neutre. Ça, c'est super. Vous en avez? La Drôme en a? C'est fait avec les poisses. C'est fait à base de quoi? Les comprimés neutres? Oui. Vous avez soit du lactose, soit ça dépend Je sais pas allergique au lactose. Ça peut être du carola, ça peut être les poudres en fait qu'on comprime pour avoir un comprimé. Vraiment, ça dépend des fabricants. Vous avez des poudres neutres, de l'argile, enfin des choses qui sont très bien. Du sucre. Du lait. Chez nous, c'est de la fibre d'acacia. De quoi? La fibre d'acacia. C'est végétal, il n'y a pas d'intolérance, c'est parfait. Ça sent aussi. Chez la drogue, pas besoin d'aller trop loin. C'est vraiment bien les comprimés neutres pour la voie orale. Vraiment, je vous recommande, parce que bon, le sucre, il faut s'enquiller quand même un morceau de sucre. Ah ben oui, ça me fait. Le miel, c'est quand même du miel. Et bon, quand c'est un peu dermocaustique, il y a certes, enfin, on parle un petit peu que ça surnage et que ça rentre pas assez dans le miel. Voilà, donc, ouais. La mie de pain, c'est pas mal quand même, la mie de pain. Hein, on l'ouvre, on met la goutte et on la referme. Ça, c'est pas mal. OK? Ben, bien sûr. L'huile d'olive. Tout le monde a de l'huile d'olive. Voilà. Pareil, on la met au centre, on touille un petit peu pour qu'elle soit vraiment à l'intérieur. Si vous la laissez un petit peu au-dessus et que vous l'avalez, si vous faites ça avec l'amande poivrée, vous allez revenir me voir. OK? Pour la voie orale, c'est bon. On dépasse jamais 5 à 7 jours de traitement, je vous le rappelle. Et grosso modo, moi, j'aime bien dire,
Pour un adulte, 5 gouttes à 12 gouttes maximum par jour, tout compris. D'accord? Par exemple, si vous prenez un Tujanol pour un mal de gorge, 2 gouttes matin, midi et soir, ça fait 6 gouttes, on est bien. Si vous couplez avec une autre huile, vous voulez prendre du Ravinsara pour avoir ce côté antiviral, 1 goutte de Tujanol, 1 goutte de Ravinsara, matin, midi et soir à avaler, on est à 6 gouttes par jour, on est bien. Quand vous faites ça, c'est bon. Si c'est pour un enfant un peu plus jeune de 12 ans, on passe à peu près à 3 gouttes par jour. Pareil, on ne dépasse pas vite. Si vous faites ça, on est sécuritaire. Il n'y a pas de néphrotoxicité, il n'y a pas d'hépatotoxicité, il n'y a pas tous ces problèmes. On peut mélanger sur support neutre plusieurs huiles essentielles. Oui. D'accord. Les huiles essentielles entre elles, c'est pour ça qu'on fait des mélanges, qu'on les associe. Elles sont en synergie. Elles sont aussi en synergie avec les huiles végétales qu'on va choisir. Parce que je vais vous en parler après. Elles ont des propriétés aussi, les huiles végétales. Donc ça, c'est pour les voies d'administration. C'est important. J'ai un peu pris du temps là-dessus. Parce que comment vous allez l'utiliser, ça me paraît essentiel. Si je vous dis, c'est super la lavande pour vous calmer, mais comment vous allez l'utiliser, je pense que c'est important. C'est pour ça que j'ai un peu pris le temps. Alors, maintenant, la partie qualité. Comment bien choisir une huile essentielle? C'est très pour ça, vous voulez qu'on sache. C'est bien. Moi, je suis là pour vous informer. C'est quelque chose qui est quand même très important, c'est le nom latin qui va donner l'espèce végétale botaniquement définie. Le nom latin. Ça, on ne se trompe pas, parce que si je vous dis huile essentielle de lavande, Laquelle? c'est vrai que si vous allez à Jiffy, vous allez marquer huile essentielle de lavande, il n'y a pas de problème. Parce que si on parle de lavandula, le cifolia. Donc, on prend le nom latin, Lavandula angustifolia, pour la lavande fine, puisque vous savez, il y a plein d'espèces de lavande. Et parfois, il faut regarder le chémotype. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'un chémotype? C'est la molécule aromatique qui est en plus grande quantité dans cette huile essentielle-là. Ça, c'est le docteur, c'est Pierre Francombe qui l'a déterminé. Donc, par exemple, pour le thym, on va retrouver plusieurs types d'huile essentielle de thym en fonction du chémotype. C'est pour ça que vous allez voir noté thym à thymol, qui est un hyper dermocaustique, qui est riche en phénol, donc ça, on fait attention. Thym à tujanol, qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus facile à utiliser. Thym à linalol, carvacrol, pareil pour le romarin à cinéole, romarin à verbenone, romarin camphré. C'est important. Donc déjà, si vous n'avez pas ça sur votre flacon, je pense que vous pouvez fuir. La partie de la plante utilisée est aussi intéressante. Est-ce que vous saviez qu'une espèce végétale pouvait donner 3 huiles essentielles différentes en fonction de la partie utilisée? Laquelle? La racine, la fleur. On parle de quelle huile essentielle déjà? On parle de quelle plante? L'oranger, merci. La fleur d'oranger va donner le néroli. Il y a le fruit. Le fruit va donner quoi? L'orange. L'écorce. L'écorce. Petit grain de bicarbonate. OK. Bon, là, vous avez de la chance parce que ça change le nom, mais quand même, la partie utilisée est importante. D'accord? C'est mieux, c'est biologique. On l'a vu à la distillation. Il faut que l'eau soit quand même non polluée. Il faut que la plante ne récupère pas, qu'on n'ait pas les pesticides de la plante. Si vous avez des agricultures raisonnées, très bien, mais pour un agrume, que vous pressez tous les pesticides qui sont sur la peau, sur l'écorce de l'agrume, c'est pour lui l'essentiel après. Donc, les labels biologiques, ça peut être intéressant. Alors, il faut un petit peu s'y connaître, un petit peu chercher, de regarder l'origine géographique aussi de l'huile essentielle. Si vous voyez l'huile essentielle de citron des Pays-Bas,
Il y en a. Est-ce que vous pensez que les citronniers poussent aux Pays-Bas? Tout ça. Alors que si on voit Sicile, Déjà, oui, ça voilà. La pureté, c'est quand même important. Quand je vous ai montré le schéma de la distillation, vous avez tout un temps de distillation qui est nécessaire pour extraire de la plante la totalité des molécules aromatiques. C'est le temps de distillation qui est défini par rapport à une plante. Et parfois, si ce temps n'est pas respecté, eh bien l'huile essentielle, elle n'est pas pure, elle n'est pas complète. D'accord? C'est quand même important. Alors souvent, c'est marqué 100% pur et naturel. Et après, on peut aller plus loin. Quand on a les coordonnées du fournisseur et le numéro de l'eau, on peut demander la fiche technique. C'est-à-dire qu'on va avoir une analyse avec une chromatographie qui va détailler voilà, le pourcentage des molécules. Et après, on peut comparer avec la fiche type s'il y a assez de telle ou telle molécule pour que ce soit considéré comme une huile essentielle de qualité. OK? Bon, après, volume et date de péremption, mais ça, c'est logique. Ça va pour comment bien choisir une huile essentielle? Oui, mais pour la choisir selon la pureté, comment on peut le savoir? Souvent, c'est marqué 100% pur. Si ce n'est pas marqué, pareil, je me poserai des questions. On est là, la traçabilité, si jamais. Voilà, c'est le plus compliqué. Ils ont bien la réponse. Mais en général, quand vous avez déjà le nom latin, le chémotype, l'origine, la partie utilisée, c'est quand même que le fournisseur sait ce qu'il fait et il arrive à vous proposer une huile de qualité. Ça va pour ça? Alors, vous m'avez posé la question de l'huile végétale. Qu'est-ce que c'est pour vous une huile végétale? Un support, Un corps gras. un corps gras, support des huiles essentielles en voie cutanée et en voie orale, on l'a dit tout à l'heure. Elle permet de pouvoir diluer certaines huiles essentielles dermocaustiques et donc de pouvoir les utiliser sans leur effet sur la peau. On peut les utiliser quand même plus facilement en massage parce que c'est très agréable de pouvoir masser avec l'huile végétale et avec quelques gouttes d'huile essentielle, également en soins du visage. Est-ce que vous connaissez la différence entre une huile végétale et un macérat huileux? Les végétales obtenues par pression, par Pression à froid. pression à froid. La pression à froid. C'est pas mal. Ça vient en fait ça vient plutôt de l'organe. Si vous avez des graines, on va pouvoir presser ces graines. Ouais. Des huiles d'olive, vous connaissez l'huile de noisette. Et de noix. De noix. Exactement. Eh bien, on presse ces graines et on obtient le corps gras de ces graines, qui est donc une huile végétale. En revanche, si vous avez des fleurs, comment on fait? Voilà. Donc, les fleurs sont macérées dans de l'huile, en général de l'huile de tournesol, notre huile, Candula, c'est ça, non? par exemple. Donc, l'huile végétale, le macérat huileux, parce que si on veut être Oui. plus juste, on dit macérat huileux. Calendula ou millepertuis, à partir de fleurs, c'est qu'on a laissé macérer et que la fleur a libéré ses propriétés, ses molécules, dans l'huile qui a servi de support. Ça, c'est un macérat huileux. Et on en fait, c'est très bien ça, très cicatrisant, c'est génial. Donc ça, c'est possible avec les fleurs. D'accord pour la différence? Donc, vous m'avez posé la question tout à l'heure, comment choisir l'huile en question? L'huile végétale a en elle-même des propriétés. Elle va être adoucissante, elle va être générante, elle va être calmante, elle va être anti-inflammatoire, elle va être anti-névralgique. Donc, en fonction de l'indication, déjà, vous pouvez choisir telle ou telle huile essentielle. Vous avez aussi la texture, en fait, la densité. Si elle est plus épaisse, je parlais de pénétration tout à l'heure, et bien plus elle est épaisse, plus elle va garder l'huile essentielle et elle va laisser pénétrer l'huile essentielle doucement. Donc ça aussi, c'est un critère de sélection. Donc si vous ne voulez pas que ça pénètre trop vite, et vous voulez que ça reste et que ça prenne le temps, eh bien on prend quelque chose d'épais, l'huile de coco, de ricin, vous voyez, c'est bien, voilà, bien un effet. Mais en revanche, si sur la muqueuse, vous voulez que ça pénètre rapidement, on va utiliser une huile comme la macadamia ou la jojoba qui va pénétrer, qui est beaucoup plus fluide. Ça vous va? Vous connaissez un petit peu les propriétés des huiles végétales? La calophylle,
La L'arnica. Le macérat huileux d'arnica. Oui. La calophyllinophile, alors moi je l'aime beaucoup, un petit peu bleu, verte, on la voit. On l'appelle aussi huile de tamanou, on l'utilise beaucoup en Polynésie. Ah, c'est la même chose. Oui. Tamanou. Tamalou, c'est Tamanou. Tamanou, c'est pas C'est pas du tamanou. C'est tout ça. Tamanou. Parce que vous allez en Polynésie, ils l'utilisent exactement, ils l'utilisent pour les cheveux, pour la peau, pour Un peu comme Carité. Oui, mais elle est quand même beaucoup plus fine. Alors, elle est un petit peu verdâtre bleutée. Ah, ben, je vous dis. J'y vais. Elle est anti-inflammatoire. C'est l'huile végétale anti-inflammatoire. Donc, si vous voulez une action pour la douleur, eh bien, vous allez utiliser la calophyllinophile. Jojoba, par exemple, pour les soins de peau, elle est très séborégulatrice. Donc, pour les peaux mixtes à grâce, ça va être très intéressant. Calendula, c'est la fleur de souci. C'est exactement la douceur. La douceur, on en a besoin. La millepertuis. Anti-inflammatoire, antinévralgique. Oui, et elle est très très bien, par exemple, dans les coups de soleil, puisqu'elle va vraiment soulager. Attention, elle est photosensibilisante. Et la calendula, c'est bien aussi pour les coups de soleil. Quand on a besoin d'apaiser, elle fait très très bien. Donc, vous vous rappelez de la méthode d'extraction, on a la partie aqueuse que l'on peut récupérer. On ne va pas gâcher ça. Ça s'appelle un hydrolat. Et pour moi, l'hydrolat, c'est quand même la version douce de l'aromathérapie, parce que dans cette phase aqueuse, on va quand même retrouver une proportion entre 0,5 et 1%, maxi 5% selon l'hydrolat, de molécules aromatiques. Donc l'hydrolat aura les mêmes propriétés que l'huile essentielle extraite en question, mais dans une quantité moindre, ce qui fait qu'on va pouvoir l'utiliser pour les populations sensibles, les enfants, les femmes enceintes, etc. Il y a quand même des exceptions, attention. Donc c'est pour moi la version douce, la version économique, parce que c'est quand même moins cher, et aussi écologique, puisque on utilise tout. Est-ce que, un petit peu comme le macérat huileux et l'huile végétale, vous connaissez la différence entre un hydrolat et une eau florale? C'est facile. Alors, tout est hydrolat, mais quand c'est une fleur, on peut dire que c'est une eau florale. Quand c'est une fleur qui est distillée. C'est pas la partie distillée. Exactement. OK. L'hydrolat, vous savez qu'on peut la boire également. Ah oui. Oui. Alors, la bioterie, elle est un peu. Mais l'hydrolat de menthe poivrée, vous pouvez faire une dose dans vos eaux aromatisées. Génial. L'hydrolat de fleurs d'oranger chez un enfant qui est un petit peu, vous la faites qui est un petit peu dérangé, un petit peu de camomille le soir avant de dormir dans un verre d'eau. Alors l'hydrolat, pour le coup, fonctionne avec l'eau. OK? Donc je vous ai mis quelques exemples d'hydrolat. Les hydrolats en spray comme ça s'utilise très très bien en cosmétique aussi. Lotion, tonique, l'eau de rose, des liquides, des anti-âges, etc. La titrie pour les peaux grasses. Bref, je parle trop. Allez, on attaque. Matrousse. Il va aussi là aussi. Je dis matrousse parce que c'est mon choix. Alors, je les ai là. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas commencer par la lavande vraie, lavande fine, lavande officinale. C'est la même chose, le même nom. Regardez bien le nom latin, lavandula angustifolia, et c'est l'huile essentielle pour tous. Tout le monde peut l'utiliser, sauf un bébé en dessous de 3 mois. Tout le monde. Il y en a bien une à avoir. Ici, hein. C'est la lavande. Évidemment, on connaît son côté déstressant, calmant, relaxant et son côté cicatrisant cutané. Avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Pas mal de propriétés, je suis sûre que vous ne connaissez pas, pour lesquelles on peut les utiliser. Le relaxant, ça veut dire que ça décontracte les muscles. Tout à fait. Très peu par voie orale, beaucoup par la peau et la diffusion. Voilà. Vous aurez, Sophie, tu leur fais un récap? Oui, il y aura tout sur le site internet en replay. Voilà. Déjà, vous aurez les clés et ensuite, voilà, si vous voulez noter tranquillement, vous pouvez. Mais je ne vais pas trop m'éterniser. Je vous ai mis l'huile essentielle de citron. C'est l'huile essentielle de la bonne humeur, l'huile essentielle du sourire et l'antifatigue par excellence. Pour moi, c'est la tonique. Et pour moi, elle me sauve mes trajets.
les vomissements et les nausées. Ah oui, ça évite. Et les journées en bateau. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont le mal de transport qui peuvent comprendre. Attention, comme elle est riche en limonène, c'est des monoterpènes, elle est dermocaustique, mais légèrement, beaucoup moins que la cannelle. Et elle est aussi photosensibilisante parce que c'est une agrume. OK? La troisième que je vous ai mise, c'est la menthe poivrée, Mentha piperita. C'est l'huile essentielle de la fraîcheur. Voilà. Tout de suite, en application, elle rafraîchit, elle refroidit. C'est pareil pour l'hydrolat, on le voit vraiment. Mais c'est une fabuleuse tonique digestive. Pareil, avec ses propriétés anti-nauséeuses. Et au niveau cutané, même au niveau de la voie orale, vous la connaissez pour les migraines, c'est une puissante antalgique. Elle calme la douleur. Il y a beaucoup d'études qui ont montré cet effet antalgique. Les contre-indications, comme elle est riche vraiment en cétone, on ne la diffuse pas chez la femme enceinte, pas chez la femme allaitante, enfants de moins de 6 ans et les populations sensibles. On peut la sentir, On peut la sentir, on ne la diffuse pas. Ah, c'est pas la. Exactement. C'est pas la respirer, mais on mettre sur la. Oui, quand on l'applique ici, ou comme ça. Mais on ne la laisse pas en suspension, parce qu'elle peut irriter les muqueuses. OK? On peut l'utiliser pour la peau et la voie orale. La diffusion, quand je parle de diffusion, je ne parle pas d'inhalation. La quatrième, c'est le petit grain Migarade. Je sais pas, ça vient de l'orange. C'est l'huile essentielle de la douceur. C'est la relaxante, la sédative. C'est vraiment l'équilibrante nerveuse. Elle est vraiment, alors, certains ne vont pas aimer cette odeur d'agrumes. La famille des agrumes a vraiment cette action sur la sphère nerveuse qui est vraiment très intéressante. Attention, elle est dermocaustique. Elle n'est pas sensibilisante, celle-ci, c'est la seule agrume. J'en suis à la cinquième ou à la quatrième? 1, 2, 3, 4. Merci. Cinquième. Ravinsara. Alors, je pense que depuis la pandémie, tout le monde connaît la Ravinsara. C'est vraiment l'antiviral par excellence. Mais pas qu'antiviral, c'est vraiment une anti-infectieuse exceptionnelle. Et en plus, on va pouvoir profiter de son pouvoir immunostimulant. Donc, en fait, vraiment, sur toute la sphère infectieuse, elle va être très intéressante. Elle est vraiment très bien tolérée. La seule contre-indication, c'est le premier trimestre de grossesse. Ouais, puis au niveau de l'odeur et du goût, c'est pas top quand même. Ah, moi, je l'adore. Voilà. Je déteste le citri. Ah, moi, c'est plus compliqué pour moi. Voilà. Et là, vous avez ce qu'on appelle la mémoire olfactive. Quand vous respirez, vous avez des molécules qui vont monter au niveau de votre cerveau. Je vous ai dit que ça arrive au niveau du système limbique. Qu'est-ce qu'il y a dans votre système limbique? Il y a vos souvenirs. Et si petite, vous étiez dans un endroit qui vous a perturbé et qui sentait le Ravinsara, eh bien, vous n'aimez pas le Ravinsara. C'est ça la mémoire olfactive. Donc, effectivement, je vous propose des huiles essentielles. À vous, après, de faire votre propre sensibilité olfactive. C'est vraiment propre à chacun. Alors, si je compte bien à la sixième, Tea tree, araté. Le Melaleuca alternifolia, c'est vraiment le couteau suisse. On peut tout faire. On peut tout faire. Anti-infectieuse, purifiante cutanée. Elle peut même être un peu cicatrisante. Elle est vraiment très, très bien tolérée par tout le monde. Une des seules contre-indications, pareil, pour le trimestre de grossesse. On démarre avec votre huile essentielle de l'hiver. On continue plutôt avec l'eucalyptus radié. Vous savez qu'il y a plusieurs eucalyptus. L'eucalyptus radié, c'est vraiment plutôt la sphère haute, la sphère ORL. Pour moi, c'est la sphère nasale, le décongestionnement nasal par excellence, en plus d'être myostimulante, anti-infectieuse. Et chez les enfants, elle est très, très bien tolérée également pour l'eucalyptus radié. Donc, c'est vraiment, s'il y a en hiver, s'il y en a une à avoir, c'est celle-ci. Et on peut donc mélanger avec le Ravinsara Oui, aussi. aussi. D'accord. Vous avez à peu près la même famille de molécules, mais vous en avez une qui va plus agir au niveau de la muqueuse nasale, et vous avez l'autre qui a un pouvoir antiviral, une anti-infectieuse, et donc coupler les deux, ça peut être très intéressant. Je vous ai choisi l'eucalyptus citronné, c'est pour moi l'anti-inflammatoire. J'aurais pu mettre de la Gold-Thierry, mais elle a beaucoup plus de contre-indications, donc j'ai fait un choix, mais globalement, Gold-Thierry, eucalyptus citronné pour son pouvoir anti-inflammatoire. Les contre-indications sont ici à chaque fois.
on a parlé de l'hélicryse italienne. Alors, elle est italienne, mais elle va pouvoir venir de Corse. Hein, c'est là que ça vient. C'est les petites fleurs jaunes que vous voyez en bord de route. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. C'est l'anti-hématome par excellence. Donc, cou, bleu, choc, on va le voir. Mais vraiment, il n'y a pas mieux. Pour moi, c'est même magique parce qu'elle a vraiment une très belle action circulatoire. En revanche, elle contient des cétones. Donc, on fait attention, femmes enceintes, les enfants et les épileptiques. Alors, le laurier noble, celle-ci, elle est très bien parce que déjà, elle est locale. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Ranicera, qu'on parle beaucoup d'eucalyptus, mais ces huiles essentielles viennent de loin. Et on peut tout à fait les remplacer par le laurier noble qui contient aussi la famille des oxydes terpéniques, le 1,8-cinéole, plus communément connu sous le nom d'eucalyptol. Eh bien, le laurier noble, on en a aussi. Donc, localement, c'est quand même intéressant de pouvoir l'utiliser. Elle a aussi un bon pouvoir antalgique et anti-inflammatoire. Et surtout, quand vous pensez à laurier noble, vous pensez à la couronne de laurier de César. Quand vous avez, par exemple, un peu de besoin, un peu de confiance, un peu de courage, je dis, on va récupérer le laurier noble et ça, c'est l'avant-dernière, c'est la 11e, la cyste. La cyste, l'anidifère, c'est le stop saignement, c'est l'hémostatique par excellence. Si vous n'avez pas de cyste, il y en a une autre qui est aussi hémostatique. Merci. L'huile essentielle de géranium est aussi hémostatique. Idéalement, quand je vous montrais, les deux associés, c'est top en termes de pouvoir hémostatique. Elle est aussi très cicatrisante, voire même anti-âge. Il y a des contre-indications. La dernière, je vous ai quand même mis l'estragon parce que pour moi, c'est le stop crampe. Stop crampe, ça veut dire quoi? C'est antispasmodique. Ça veut dire que ça va soulager l'espace, tout ce qui se contracte, tout ce qui crée en fait ces douleurs-là, notamment au niveau du système digestif. Et pour ceux qui ne le savent pas, elle est aussi antihistaminique. Elle peut soulager les allergies. Et oui, mais il y a des contre-indications. Artemisia dragica. Ah oui. Oui. Bah, c'est la même famille. On les voit, ça va pour les 12 huiles. C'est accéléré. Donc maintenant qu'on a vu les précautions d'emploi, le mode d'emploi, la petite trousse, ça va? Vous tenez le coup? Quelqu'un a besoin d'épinette ou de citron? On va démarrer avec, vous allez m'aider, parce que quand même, maintenant que vous savez tout ça, je suis sûre que vous savez comment on va pouvoir les utiliser. Donc la première sphère, c'est la sphère bobologie, et j'aime bien ce terme, je ne sais pas qui l'a inventé, mais c'est quand même très pratique. Quand je pars en vacances, j'ai un petit garçon de 7 ans, c'est difficile de partir sans ces huiles essentielles. L'hématome, le cou, la bosse, le choc. Comment on utilise l'huile essentielle d'hélicryse? Voilà. Alors, sur un adulte, une belle entorse qui a un hématome comme ça, 2 gouttes pures, marche. Sur un adulte, hein. Faites pas ça chez nous. C'est pour ça que par précaution, je vous ai noté une dilution. Cas exceptionnel avec une cheville comme ça, je peux vous dire que l'hélicryse, c'est magique. Donc, 2 gouttes d'huile essentielle pour à peu près 6, 7, 8 gouttes d'huile végétale. Et hop, vous appliquez directement. Mais ça, il faut le faire 3-4 fois dans la journée où le coup est arrivé. OK? Et là, pas d'œuf de pigeon, rien. Je peux vous assurer qu'il fonctionne vraiment bien. Vraiment. Pardon? Alors, 3 ans dilué. Et après, vous revenez sur la fiche de l'huile essentielle d'hélicryse. Le Genève, c'était pas mal aussi. Le centaine de Genève quand on a le bleu. Oui. Ben, elle est très circulatoire aussi. Oui. Ça fait aussi. En fait, le bleu, c'est l'accumulation du sang, donc il faut faire circuler. Il y a vraiment l'huile essentielle d'hélicryse. Alors là, c'est quand même la saison des coups de soleil. Qu'est-ce qu'on fait?
Là, vous avez l'huile végétale de base. J'ai mis la millepertuis spécifiquement pour les brûlures et les coups de soleil. Mais si vous avez la calendula, si vous avez la calophylle, ça fonctionne aussi très bien. Pour la brûlure, si ça vous arrive, bien évidemment, vous êtes en cuisine, vous avez passé l'eau des pâtes sur votre bras. Ça m'est arrivé il y a un mois. Vous avez ça de brûler, qu'est-ce que vous faites? On passe bien déjà. Mais à 3, et on met Dans l'eau froide, longtemps, minimum 5, 10, 15 minutes. Ça arrive des 3-15. Voilà. Et ensuite, pur, vous pouvez appliquer. Alors, si vous n'avez pas de contre-indication, utilisez, je vous l'ai mis en bonus, la lavande aspic. C'est vraiment une huile essentielle à avoir en été ou pour les brûlures, c'est la lavande aspic. Attention, si pas de contre-indication. OK? Femme enceinte, enfant, etc. N'oubliez pas. Lavande aspic, c'est encore, il y a du camphre, donc c'est un pouvoir au-dessus, un pouvoir cicatrisant au-dessus grâce à l'acétone. Si vous n'avez pas de lavande aspic et que vous avez de lavande fine, ça fonctionne aussi. Le fait de l'appliquer pur tout de suite, vous allez stopper cette propagation du feu, vous allez lancer immédiatement la cicatrisation. Vous hydratez derrière avec, vous alternez aloe vera, huile végétale de millepertuis avec toujours vos gouttes de lavande vraie ou aspic. Je peux vous garantir qu'en 2-3 jours, déjà vous avez pas mal la nuit qui suit, parce que quand on se brûle, il faut vous assurer que tout le monde a déjà dégusté une nuit entière et que ça lance énormément. Et bien ça, déjà, ça calme, ça anesthésie, et ensuite ça cicatrise énormément. Et après, on entretient sur les 3, 4, 5 jours suivants, on l'utilise plus pur. Le principe de l'urgence, le fait de l'utiliser pur, c'est que dans l'urgence. Sur le moment, les 3, 4 premières fois, et après, vous passez toujours à la dilution. C'est ça, c'est cette façon-là, vous verrez l'efficacité de l'huile essentielle. Piqûre d'insectes, pareil. Alors, piqûre d'insectes, c'est une petite zone. Vous avez tout ce qui pique, c'est lavande aspic. C'est très simple. Morsure, piqûre d'insectes, piqûre de végétaux. Si vous avez sur vous, ce que je vous conseille, par exemple, si vous randonnez ou si vous êtes en pleine nature, tout de suite sur la piqûre, une goutte pure de lavande aspic. Encore une fois, si vous n'avez pas les contre-indications, c'est grave. Qui a déjà essayé? Ça marche, hein? Est-ce que ça empêche de gonfler? Oui. Ouais. Ça coupe la douleur. Inflammatoire, antalgique, cicatrisant, antidémangeaisant, vraiment. Ça fait. Ça met pas de démange. Alors, quand on a une plaie, quand on a des saignements, quand on veut cicatriser plus rapidement, les 4, alors pas la lavande aspic, mais on pourrait quand même, les 4 lavande vraie, hélicryse, slis, peuvent, plus le géranium que j'ai pas mis dans ma trousse, peuvent très bien s'appliquer pour cicatriser la plaie plus rapidement et même avec ce pouvoir antiseptique que toutes ces huiles essentielles ont. Qu'est-ce que ça veut dire épistaxis? Eh bien, j'allais vous le dire. Ah, parfait. La cire n'est pas antiseptique. C'est la seule huile essentielle qui n'est pas. C'est vrai. Je ne la mets pas. Elle est hémostatique. Tout à fait. C'est pour ça que je l'ai coupé avec la lavande vraie. L'épistaxis, c'est le terme médical pour dire saignement de nez. Donc, quand vous avez des petits loulous en ce moment avec la chaleur qui vraiment se mettent à saigner, vous savez, vous avez soit une compresse que vous avez, soit vous avez les coalgants. C'est un nom de marque, mais capi. Les tampons hémostatiques. Et bien, vous mettez une goutte de 6, vous laissez poser. Pareil. Ça marche très bien. Ça arrête vraiment le saignement. Ça évite de laisser. Vous avez des questions sur cette sphère? Est-ce que vous avez compris le principe de l'utiliser pur quand il y a besoin et ensuite de l'utiliser en entretien de manière diluée? Dans la pratique, c'est vraiment ça. On peut passer à la sphère suivante? Là, je ne sais pas pourquoi la réflexion que vous avez fait, c'est quoi? La cyste est une huile essentielle qui n'est pas antiseptique. Il faut désinfecter avant d'utiliser la cyste. Contrairement aux autres huiles essentielles qui sont antiseptiques. Et c'est pour ça que je l'ai coupé avec la lavande vraie. Ah, Voilà. ok. Qui est antiseptique. À la limite, on mélange les deux, alors. Tout à fait. Moi, les deux, mais si on voit la partie antivirale, antibactérienne, etc. Ok. Une sphère importante, la sphère respiratoire. C'est détaillé en 3 grands axes, mais effectivement, il y a d'autres encore qu'on pourra aborder. La sphère ORL, plutôt la sphère nasale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'eucalyptus radié. Et si on le couple avec la ravinsara, on a vraiment cet effet synergique.
Donc, par voie orale, c'est tout à fait possible. Je vous le rappelle, 1 goutte, 3 fois par jour, 5 jours maximum. Ça permet vraiment de stopper la rhinite. Ça soulage énormément. Si vous ne voulez pas utiliser la voie orale, vous utilisez la voie cutanée. Vous mettez 1 goutte de chaque. Celles-ci, elles n'ont pas besoin trop d'être diluées. De radier et de ravitsara sur les poignets. Comme ceci. Vous en profitez pour respirer, pour avoir cette action sur la sphère respiratoire. Et sinon, vous pouvez également les utiliser en inhalation. Je vous ai mis un petit bonus sur l'estragon par rapport à l'allergie. Donc ça commence à être la fin de la saison, mais je suis sûre qu'il y en a encore. Celle-ci, on peut l'utiliser par voie orale pour stopper cette rhinite qui gêne, qui vous empêche vraiment de vivre, parce que c'est quand même très invalidant ces allergies. Bien ça marche bien, mais on ne peut pas l'utiliser sur toute la période allergique. On l'utilise que ponctuellement. D'accord ? Là, il faudra associer peut-être la camomille ou autre si vous voulez des actions sur une plus longue période. Toute la sphère bronchique, la sphère respiratoire. Alors, il y a d'autres huiles essentielles, mais quand on fait avec celle de la trousse, encore une fois, l'hiver, on couple la radier, la ravitsara. Et si vous pouvez, s'il n'y a pas de contre-indication, la menthe poivrée est excellente. C'est une décongestionnante à tous les niveaux, même au niveau respiratoire. Ça marche très, très bien. Ça va ? La sphère pharyngée, donc le mal de gorge. Toujours cette huile essentielle anti-infectieuse qu'on connaît, Ravitsara, Titri. Je vous ai mis la voie orale parce que ça marche très bien quand on est pris. La voie cutanée, ici, directement sur la gorge, notamment chez les enfants, puisqu'on ne va pas donner la voie orale chez les enfants. Mais ça fonctionne aussi très bien. Toujours dans une base d'huile végétale, vous mettez par exemple 1 goutte de Titri, 1 goutte d'eucalyptus citronné, parce qu'elle est anti-inflammatoire. Donc quand on a mal à la déglutition, ça fait beaucoup de bien d'avoir une anti-inflammatoire. Et le bonus de l'hiver, que je n'ai pas mis dans ma trousse, mais parce que c'est plutôt une huile essentielle d'hiver, le thym à tujanol. Tujanol, ne nous prenez pas un thym à thymol. Et le thym à tujanol, il existe aussi en hydrolat. Vous l'avez, je crois, hein, Sophie? Oui, je crois que je l'ai vu. Mais ça, chez les enfants, c'est génial. L'hydrolat dans le bain, chez un enfant qui est pris, qui a une angine, qui a très mal, top. Oui. Donc voilà pour l'hiver. Enfin, c'est plutôt des. Je crois qu'avec la clim, en ce moment, on peut peut-être avoir une angine. Ça va? Vous arrivez à tout noter? Non. Non, c'est pas grave, il y a l'idée, vous pourrez noter tranquillement. Vous aurez tout à disposition. Alors, la sphère buccale, c'est quand même très désagréable d'avoir mal aux dents. Donc, je vous ai rajouté l'huile essentielle de girofle. C'est quand même incontournable. Et oui. Qu'est-ce que je vous ai dit sur la girofle? Elle est riche en méthyléther, donc il y a quand même des contre-indications. Donc, des fois, quand je vois appliquer pur, je peux vous assurer que vous décollez rapidement. Donc, on trempe, voilà, on met une petite coupelle avec de l'huile d'olive, 1 goutte d'huile essentielle de girofle, on prend un coton-tige et on applique sur la zone qui fait mal. Pas pur, hein, parce que si vous n'avez pas de girofle, le laurier noble dans les aftes, dans tout ce qui est plaie de bouche, très intéressant, par exemple dans votre bain de bouche. N'oubliez pas. C'est encore une autre exception dans laquelle on peut l'utiliser avec l'eau. Parce qu'on a vraiment besoin de cette action de l'huile essentielle directement sur la muqueuse buccale. Je vous ai mis la mauvaise haleine quand même, mais tout le monde connaît l'huile essentielle de menthe poivrée dans la mauvaise haleine. Alors celle-ci, par voie orale, comme je vous l'ai dit, on respire, hein, donc ça fonctionne très bien, mais parce que ça a aussi une action tout le long du tube digestif. L'autre méthode, c'est un peu la seule fois où effectivement on pourrait l'utiliser en sucre, parce que le sucre va se déliter progressivement. Et donc, le fait de tapisser vraiment la bouche pour la laine, c'est quand même intéressant. Est-ce que c'est la même? C'est pas la même concentration. Si vous n'avez rien, bien sûr, mais l'essentiel, c'est pas la même concentration. D'accord? Dans la menthe poivrée, c'est marqué de garder en bouche, mais avec de l'eau. Alors, sur le sucre, je vous ai dit, garder en bouche, le fait que le sucre se délite, en fait, ça va libérer progressivement la menthe poivrée et du coup, on garde la laine plus longtemps. OK?
J'ai abordé ici la sphère digestive. Et ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment beaucoup d'huiles essentielles qui sont digestives. Donc ça, c'est quand même intéressant. Je vous ai parlé de l'huile essentielle de citron pour les nausées. Elle marche aussi sur la digestion. Quand on a un repas un peu compliqué, vous savez, les repas de Noël qui durent 4 heures et qu'à 17 heures, on est encore à table. Petit conseil d'amis. Une goutte d'huile essentielle de citron, une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée si vous n'avez pas de contre-indication, par voie orale avant le repas, après le repas, ça passe tout. Calme, comme je dis. Vraiment, si vous voulez tester sur un support, votre comprimé neutre, ça fonctionne. Une avant et une après. Une goutte de chaque avant, et comme le repas a duré 4 heures, une goutte de chaque après. Le repas a duré 1 heure. Tout ce qui est crampes abdominales, alors pour les nausées, juste vous avez mis le citron en olfaction parce que même pour les femmes enceintes, rien que ça fonctionne aussi. Quand ça fait très très mal au ventre, les douleurs et les ballonnements, on va utiliser vraiment des toniques digestives que je vous ai mis là, laurier noble, menthe poivrée. Le petit grain bigarade est aussi une excellente tonique et l'estragon. Attention aux contre-indications à chaque fois. Quand vous voulez vraiment agir au niveau des ballonnements, la voie orale reste quand même la plus intéressante parce que vous allez avoir une action carminative. C'est là que ça veut dire que ça absorbe un petit peu pour soulager les ballonnements. Quand vous avez mal au ventre, dans ces cas-là, on va essayer de masser tranquillement le ventre et on dilue. On fait comme je vous ai montré. Je parle de soutien hépatique, c'est quand même intéressant. Hein, un foie fatigué, quand on est constipé, c'est souvent qu'on a un foie fatigué. Eh bien, ça va être intéressant de pouvoir toujours associer, mais de préférer au niveau de la digestion, citron et menthe poivrée. C'est vraiment très, très bien. Parce qu'on met quand même le foie à rude épreuve en été, hein, barbecue, apéro, etc. Ça l'est pas. Alcool. J'ai rien entendu. Et le mec. En fait, estragon ou basilic sont sensiblement les mêmes. Donc, si vous n'avez pas d'estragon, vous avez de la basilic exotique, c'est à peu près la même propriété. Oui, tout à fait. Et le romarin? C'est pour ça que j'aime le sud. Romarin. Oui. Mais attention au romarin, c'est costaud. Ouais, j'en ai choisi 12 parce qu'elles ont vraiment plein de propriétés, donc on peut les placer à chaque fois. Le romarin, alors vous avez différents types de romarin. C'est vrai qu'un romarin, un verbenone pour le foie, c'est génial. Oui. Ouais. La sphère cutanée, il y a pas mal de petits bobos, de petits boutons là, qui poussent. On parle beaucoup de l'arbre à thé. Voilà. Les anneaux, la seule huile essentielle qu'ils utilisent, eh ben, c'est l'arbre à thé. Et attention, à terme, on ne tartine pas le visage l'arbre à thé. Et pour l'avoir déjà vu, c'est un stop bouton. On l'applique localement. Donc, si vous l'appliquez localement, pur, c'est possible. Si vous l'utilisez pour un soin visage, vous préférez peut-être plutôt un hydrolat ou toujours une huile végétale pour terminer le soin. Mais sinon, c'est que localement. Et après, si vraiment il y a une surface importante, gardez toujours en tête la dilution. La lavande vraie, elle est un peu plus douce, elle est aussi très intéressante dans l'acné. On l'oublie, mais ses propriétés antiseptiques sont vraiment très intéressantes dans ces cas-là. Est-ce que vous connaissez le bouton de fièvre, l'herpès labial, le fameux? Eh bien, c'est un virus. Virus de la famille des herpès simplex. Eh bien, on va pouvoir utiliser des huiles essentielles antivirales. Ravinsara, Titris, Niaouli, évidemment, il y a le Niaouli. C'est pour ça que c'est un petit peu comme les deux que je viens de vous citer. Et on peut l'associer toujours avec la lavande vraie, avec toujours ce pouvoir antiseptique cicatrisant. Si vraiment l'herpès, le bouton vous lance et vous fait mal, on pourrait rajouter de la menthe poivrée. On pourrait pour son effet antalgique. Mais et ça, c'est assez bien pour éviter vraiment la propagation des vésicules, que ça reste pendant 10 jours et que ce soit vraiment très disgracieux. Je vous ai mis un petit bonus. Bon, beauté de la peau, anti-âge. On ne va pas se priver. Par exemple, faire un contour des yeux avec une base du végétal d'avocat, qui pénètre bien, qui est très intéressante sur le contour des yeux, avec une concentration d'hélicride à 1 à 3%. Ça fonctionne très bien.
La 6 également est une très belle anti-âge. Et la lavande vraie aussi. Le géranium, Le géranium. très bon. Rose. Géranium rosa ou bourbon, c'est la même chose, ça vient juste de la province. Partage. Alors après, vous avez l'huile essentielle de rose musquée. Rose musquée, oui. Tout le monde ne peut pas se L'acheter. la permettre. Rose, Mais elle est magnifique. Hein. oui, Vous avez dit de rose à ce moment-là. c'est bien. Ouais. C'est des familles pour les partages sans faire. L'huile essentielle de rose musquée, elle a quoi comme avantage? Une très très belle pareille, régénérante, cicatrisante. Donc en anti-âge, elle est exceptionnelle. Et si vous voulez utiliser l'hydrolat, c'est très bien aussi. Et là, l'huile essentielle de rose musquée, vous la mélangez avec une huile végétale Oui, ou avec une crème. tout à fait. Pour les démangeaisons, la lavande fera aussi très bien son affaire. Quand je vous ai mis dermatose, l'eczéma psoriasis, c'est vraiment des pathologies inflammatoires. Voilà. Après, on peut pousser un petit peu la camomille, par exemple. La camomille romaine sera aussi très douce, très calmante, très adoucissante. Alors, moi, j'ai une question. Les boutons de fièvre, c'est le voir sur les lèvres, c'est que donc ça ne pose pas de problème. C'est le seul moment où je vous dis oui, et vous pouvez le faire de manière autonome. En dehors, il y a des muqueuses sur lesquelles on peut appliquer des huiles essentielles sur un avis médical. Par exemple, la muqueuse vaginale, jamais la muqueuse oculaire parce qu'elle est vraiment trop sensible. C'est possible, mais vraiment, celle-ci, c'est le seul cas où je vous dirais, vous connaissez, si vous avez la lavande vraie, par exemple, il n'y a aucun problème pour l'appliquer sur la. Ça va? Les douleurs. Alors, quand je vous parle de douleurs, forcément, on va utiliser les huiles essentielles antalgiques et anti-inflammatoires. Les deux grandes antalgiques et l'anti-inflammatoire, l'antalgique pour moi, c'est la menthe poivrée. L'anti-inflammatoire, c'est le citron, l'eucalyptus citronné. Je vous ai mis le citron dans les migraines et les maux de tête parce que dans le citron, vous avez un pouvoir tonique circulatoire. Et souvent, les migraines ou les céphalées peuvent venir d'un phénomène vasculaire. Donc ça peut être intéressant. Donc ça, c'est une belle association. N'oubliez pas que la menthe poivrée, alors si vous l'appliquez là, ça va vraiment, vraiment piquer. On l'applique bien derrière les tempes. Et si vraiment vous êtes très sensible, vous la diluez, vous mettez une goutte d'huile végétale et une goutte d'huile de menthe poivrée pour masser les tempes en cas de migraine. Vous êtes fait un tour de rein, un petit lumbago. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle huile végétale on choisit? L'huile végétale. Merci. On prend l'huile végétale de calophylle et on va utiliser la lavande vraie. Je vous l'ai mis tout à l'heure, elle est mieux relaxante. Vous ne connaissez pas beaucoup cette propriété, mais elle va vraiment permettre de décontracter. Là, pour le coup, l'autre huile essentielle hyper mieux relaxante, c'est l'huile essentielle de genévrier. On l'associe à l'anti-inflammatoire et là, vous avez votre mélange, vous massez directement sur. Alors, le massage, il est toujours en regard de l'organe qui est touché. Donc, si c'est la zone musculaire, là, vous n'hésitez pas. Et vous le faites 2 à 3 fois par jour pour vraiment avoir cette action calmante et antalgique. Je vous ai mis les crampes et les jambes lourdes. Évidemment, il y a d'autres huiles essentielles toniques circulatoires pour les jambes lourdes, cyprès, lentisque, pistachier. Mais comme on fait avec les 12 qu'on a, on va pouvoir associer citron et menthe poivrée qui ont vraiment cet effet tonique et rafraîchissant pour faire du bien quand on a mal aux jambes. Et le côté anti-inflammatoire, vous savez, quand vraiment il y a des insuffisances veineuses qui font très mal. Hein. Là, je peux vous assurer que ce mélange, si vous avez ça à la maison, ça fonctionne très bien. Forcément, on va masser du bas vers le haut pour favoriser le retour veineux. Utilisez une huile végétale quand même qu'on peut masser, qui pénètre assez vite. Hein. Macadamia, même une huile végétale, par exemple, de calophylle pour son action anti-inflammatoire, ça fonctionnera aussi très bien. Pour les douleurs du thyroïde, après un effort intense ou tout à fait. on marche quand on a peur avec de la lavande. C'est génial, c'est super. Alors on oublie certaines propriétés. La propriété mieux relaxante de la lavande est extraordinaire. Ça va bien chaud avec ouais. la lavande. Si vous avez le genévrier, c'est très important. Même la girofle pourrait aussi faire cet effet. Ouais. Ça va?
Ça va. C'est la dernière. Je que j'ai dépassé le timing, je sais. Je vais. Je suis désolée. La sphère émotionnelle, elle est quand même vraiment très indiquée pour pouvoir utiliser la voie olfactive, la diffusion et cette voie cutanée qui à la fois permettra un petit passage et surtout aussi de la respirer. Et là, l'huile essentielle de référence, on reste encore sur l'huile essentielle de lavande. C'est pour ça que je vous répète, s'il y en a une à avoir, c'est bien celle-ci. Les agrumes, le petit vin bigarade, après tous les agrumes rentrent dans cette sphère-là. Bergamote, orange douce, mandarine, c'est de très très belles huiles essentielles de la sphère nerveuse. Elles sont aussi antidéprimes. Donc ça fonctionne aussi pour donner un petit coup de fouet. Par exemple, la citron, elle peut très très bien avoir cet effet tonifiant. Donc prenez, je vous ai mis la laurier-noble, je vous rappelle, pour la confiance en soi. Essayez, hein, ça marche. Vous avez, alors, le bac est fini. Et pour le prochain épreuve. Donc on a eu son bac. Et dans les troubles du sommeil, vous avez en fait toujours ce duo-là qui a vraiment, en plus de calmer, parce qu'en journée, quand on accumule trop de stress, ben, c'est compliqué aussi pour s'endormir. Et bien, même le soir, avant de dormir, même pour les tout petits, ça va être très intéressant de calmer, de un petit peu faire redescendre les palpitations, vous voyez, vraiment de ralentir un petit peu ce rythme cardiaque-là et d'avoir en plus une action sédative avec ces deux-là. Est-ce que ça vous va? Pour le sommeil, si on met une goutte sur l'oreiller, ça fonctionne ou pas? Ça fonctionne, vous tâchez l'oreiller. Et la drôme, ils ont fait un super. La Drôme a sorti un super spray, il y a une très très belle association. Donc en spray, c'est quand même le fait de brumiser, vous avez moins la tâche, vous avez l'huile. Voilà. La brume, il y a la brume sommeil, et il y a le spray aussi. Oui. Moi j'ai une préférence aussi pour la brume relaxante. Je l'ai sur mon bureau, il y a avant les lumières et tout ça. Ça va? La vente fine, la vente vraie, la vente officinale, c'est les mêmes. Regardez le nom latin, lavande du langue, c'est très bien. Il y a d'autres lavandes, lavande aspic, lavande stockade, lavande super. C'est d'autres variétés de lavande, à ne pas confondre. Mais c'est les trois premières, c'est les mêmes. J'ai fini. Je suis très bavarde. Je sais. Oui, vraiment. Vous avez des questions? Oui, moi j'ai des questions. Est-ce qu'il y a une Bible à conseiller? Oui. Est-ce que tu peux m'apporter la Bible que j'ai? Bon. Il y en a d'autres? C'est l'essentiel, là, le petit livre. Alors là, vous avez un livret déjà qui est très utile. Vous en avez, moi j'aime beaucoup, le guide Terre vivante des huiles essentielles. Il est vraiment très bien fait. D'année festive, c'est bien aussi. Mais là, vous avez vraiment la dernière mouture. Voilà, comment l'utiliser, pour qui l'utiliser, les indications. Voilà. Après, vous avez toute une partie pathologie. Vous allez prendre la catégorie. Ouais. Voilà, on prend à l'envers, c'est difficile. Palpitation cardiaque. Et le vent ici, non. Non, Qui l'auteur? le guide. Françoise Pouic-Marinier. Je vous fais passer si vous voulez. Oui, ok, on fait photo. Merci. Elle est par laquelle? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, donc j'ai dans des huiles, il y en a qui sont incompatibles avec les autres. Non, il n'y a pas vraiment d'incompatibilité. Après, vous avez la prédominance de la toxicité de l'huile essentielle que vous utilisez. Si vous utilisez une huile essentielle d'arme caustique avec une huile plus douce, il faudra quand même prendre des précautions de la derme caustique. Mais on peut faire des mélanges, oui. 2, 3, 4. 2, 4, c'est bien. Après, vous savez, il y a quand même 100 à 150 molécules actives par huile. Oui, oui. Donc, au-delà de 4, 5, ça, je ne vois plus gros grand intérêt.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des questions en ligne? La fin que j'utilisais pour la distillation vient plus elle vient d'attitude et plutôt des sphères augmentent. Pour la sphère émotionnelle, c'est mieux, donc elle vient d'où celle-là? Celle-ci, elle vient pas très loin. Ouais. J'ai vu la distillation, c'est Sterge. D'ailleurs, j'ai vu le producteur, il est adorable. Je ne sais plus le nom de la. Oui, tout à fait. Joël, comment il s'appelle le Serge? Parce qu'on me demande où est-ce qu'elle est. Lui, il a la lavande. Je fais de l'ail. Mais tout vient du plateau ici, de toute façon. Oui, ça c'est pour le lavande. C'est un petit rappel. Ouais. Tout à l'heure, il y a une vidéo qui tournait avec Agnès, qui est Agnès Briand, qui travaille pour limite. En fonction de l'altitude, effectivement, la concentration en acétate de linaldehyde va varier. Donc, c'est vrai que sur la sphère émotionnelle, ça peut être. Ça va? Oui. Excusez-moi, il y a une question en ligne, il faut que je l'entende. Pour soigner les cystites à répétition qui est plus difficile. Compliqué, les cystites. Les cystites, c'est une infection principalement bactérienne, c'est plutôt l'Escherichia coli. Et donc là, on va taper dans les huiles essentielles antibactériennes. C'est des huiles essentielles à phénol, sarriette, origan. Par voie orale, il va falloir faire attention. Précaution d'emploi, contre-indication, mais par voie orale, on peut très bien l'utiliser. Idéalement, moi, j'aime bien avoir le conseil du pharmacien dans ces cas-là pour voir s'il n'y a pas de complications ou autre. Mais origan et sarriette peuvent être très bien utilisés. Il existe d'ailleurs des spécialités toutes prêtes. Ça, c'est très pratique quand même. Les spécialités toutes prêtes, il y a quand même, c'est quand même sécuritaire. Vous avez la dose suffisante. Vous n'avez pas à faire de calcul, à faire de mélange. Et ça, c'est pratique quand même. C'est bon? J'ai une autre question. Oui. Le romarin cinéole, comment peut-on l'utiliser? Alors, moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle a quand même une action sur les capillaires, donc tonique capillaire. J'en parlais d'ailleurs dans une vidéo cet après-midi. On peut l'utiliser pour le massage du cuir chevelu, par exemple, vraiment pour augmenter cette circulation sanguine, pour amener plus de vitamines, de minéraux au niveau du bulbe capillaire, et donc pour permettre, par exemple, de fortifier le cheveu, de lutter contre la chute des cheveux. On peut également l'utiliser sur les jambes, vraiment pour cet effet circulatoire. Et on l'a vu par exemple, les cheveux, normalement, moi, je vais acheter des lédas. Au lieu de faire des lédas, on achète l'huile essentielle de romarin. Oui. Et on fait dans une support. Vous utilisez par exemple un hydrolat parce que c'est bien avec eux, vous pouvez l'utiliser, mais sinon dans votre shampoing, vous massez. Oui, et après vous versez un petit peu un hydrolat pour avoir cette action lotion capillaire. Voilà, d'amamélis par exemple. D'amamélis. Ah oui, ok. Ça. Excusez-moi. Vous avez parlé tout à l'heure de massage sur des plantaires. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est réservé pour certaines choses. C'est une voie cutanée. Donc, on peut tout mettre. Ce que vous mettez sur les poignets, vous pouvez très bien le mettre sur la voie plantaire. Sur la voûte plantaire. Chez les enfants, je parle d'une voie plus sécuritaire parce que comme elle n'est pas près des organes vitaux comme le cœur, le temps que les huiles essentielles traversent, que ça fasse son action, c'est très très bien chez les enfants. Chez les adultes, aussi le faire sur le poignet. Les poignets. Tout à fait. Oui. Sur le romarin cinéole, est-ce qu'on utilise une huile végétale? Alors, si on fait un masque d'huile, on peut. Au shampoing, c'est idéal. Les deux autres questions. Oui. Est-ce que les hormones sont à éviter aussi en cas d'antécédents familiaux de cancer hormonodépendant et jusqu'à quelle limite? Précaution, oui. Oui. Et deuxième question, pour soigner les douleurs neuropathiques après le virus Zona. Alors ça, les douleurs neuropathiques, l'huile essentielle, l'huile végétale déjà antinévralgique, c'est l'huile végétale de millepertuis. Et sur la douleur névralgique, c'est l'huile essentielle de genévrier.
Les outils pour les enfants. Alors oui, je n'ai pas parlé des otites. On peut utiliser toutes les huiles essentielles. Alors c'est principalement le viral, une otite. Ça peut être bactérien, mais c'est plus grave. Ici, pour les enfants, on ne met jamais de gouttes dans les oreilles. On masse vraiment le pavillon derrière, soit avec de l'eucalyptus radié, le long, soit avec du titri, soit avec de la lavande fine. Et le thym aussi fait pas mal. Le thym chez les enfants? Non, enfin, non. Trois. On a dit. Et la lavande fine. On peut l'utiliser chez les animaux. Non. On ne connaît pas trop leur sensibilité. Les chats, par exemple, sont très, très sensibles aux molécules aromatiques. D'ailleurs, quand vous ouvrez une mandarine, parce que tout de suite. Donc, il y a certaines huiles sur les chiens, par exemple, qu'on peut utiliser. Moi, je ne m'y connais pas trop, mais vraiment, quand dans le doute, Pour ça, si on a un animal chez nous, il ne faut pas diffuser en sa présence. Et comme je dis tout dans la maison, c'est compliqué. Moi, c'est le chien, par exemple. Souvent. Moi, je mettrais de l'hydrolat pour commencer. L'hydrolat de Camomille. camomille. Une huile végétale aussi. Qu'est-ce qu'il arrive à se lécher pour Eh ben, une huile végétale qui est quand même comestible. Avec l'hydrolat aussi, ça fonctionne. Donc, l'hydrolat de camomille et de ça. Je me suis dit, ça en hydrolat. Juste en Voilà, camomille, lavande, huile. Alors, merci, Anne. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Et qu'est-ce qu'on a donc après? Ah ben voilà, on a Anne qui prend soleil. Donc les prochains rendez-vous qu'on vous propose, c'est le 21 septembre avec Marina, qui est aussi une de nos ambassadrices, qui viendra nous parler des fleurs de bac. Comment gérer son stress avec les fleurs de bac. Marina est experte en fleurs de bac. Et de notre côté, on a toute une gamme de fleurs de bac qui est en plein relooking, qui ressort, qui est relooké là sur septembre. Donc on viendra vous parler du stress et des fleurs de bac avec Marina et vivre la ménopause sereinement avec Céline Novette, qui est experte de ces sujets-là et qui viendra nous en parler le 16 novembre. Et donc, pourquoi on a la chance d'avoir des expertes qui viennent dans le locaux? C'est parce qu'on est en train de travailler sur un outil de diagnostic dont on a une première version qui est en ligne sur notre site internet. Donc, quand vous allez sur le site internet www.ladrome.bio, vous pouvez aller dans un outil de diagnostic qui vous propose différentes thématiques. Et lorsque vous rentrez dans ces thématiques-là, on vous pose quelques questions et à l'issue de ces questions-là, on vous propose une routine de produits avec aussi quelques produits en soutien et tout un contenu rédactionnel et vidéo pour vous expliquer la problématique et comment utiliser les produits. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait Anne dans nos locaux. Ils ont tourné une douzaine de vidéos cet après-midi pour venir justement agrémenter ces pages de résultats. Et donc, au fur et à mesure, on va venir compléter les thématiques, compléter les portes de sortie. L'idée, c'est vraiment de vous donner des outils qui vont permettre de mieux cibler les synergies de produits qu'on peut proposer. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Anne est encore là, un petit peu à l'issue de la réunion. On a aussi, je ne sais pas si vous les connaissez, mais elles sont toutes les deux présentes. On a Aline et Carole qui s'occupent du magasin d'usine La Drôme. Le magasin d'usine est ouvert là jusqu'à la fin de la soirée. Donc, si il y en a qui souhaitent passer au magasin, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a eu la chance d'avoir une officine qui était présente ce soir. N'hésitez pas aussi à nous solliciter. On a une formation en interne qui peut passer vous voir, il n'y a pas de souci. Et puis,